Bonjour chers collègues. Aujourd'hui, je vais essayer de vous proposer une approche pragmatique sur l'optimisation nutritionnelle chez le patient diabétique durant le mois sacré. Alors, je vais faire un état des lieux avant de parler nutrition. L'Algérie, elle fait partie des 21 pays de territoire de la région MENA. Cette région, elle regroupe 85 millions de diabétiques. Et ce chiffre devrait atteindre 163 millions d'ici 2050. En Algérie, la prévalence de diabète elle est de 17,5%, ce qui signifie un nombre de plus de 4 millions de diabétiques adultes exposés à la question diabète et ramadan chaque année. La durée moyenne de jeûne cette année va varier entre 12h30 et 14h en moyenne par jour. Ce jeûne de ramadan ne doit pas être considéré comme un simple saut de repas, mais plutôt comme une épreuve métabolique qui sera répétée pendant 29 à 30 jours, donc durant tout le mois sacré. Alors, cette épreuve métabolique, elle ne va pas être exercée sur un terrain plutôt neutre, mais sur un terrain plutôt métabolique. En Algérie, malheureusement, un tiers de la population est atteinte de l'obésité et ce chiffre va atteindre 46% si on n'agit pas, donc d'ici 2030. Il faut savoir que la sédentarité elle touche un tiers des hommes et pratiquement la moitié des femmes. Pour la sédentarité, pour le minimum d'activité physique recommandé par l'OMS, c'est 150 minutes d'activité physique modérée par semaine ou 75 minutes d'activité physique vigoureuse ou l'association des deux. Pour les apports nutritionnels, malheureusement, en Algérie, on ne suit plus le régime méditerranéen classique. Actuellement, on occupe la cinquième place mondiale dans la richesse en hydrates de carbone, donc avec un apport quotidien pour un sujet adulte, donc algérien, de 600 grammes d'hydrates de carbone par jour et un apport calorique de 3325 kilocalories par jour, donc ce qui explique la prévalence de diabète, l'obésité et la sédentarité dans notre population. Alors, les effets bénéfiques cardio-métaboliques du jeûne intermittent ont été prouvés par plusieurs études, mais là, le jeûne du ramadan, il diffère de jeûne intermittent classique. De un, c'est un jeûne qui est plutôt sec. Donc le patient n'a pas le droit de boire de l'eau au cours de la journée. Et c'est un jeûne qui ne respecte pas la chronobiologie et le rythme circadien. Donc on prend généralement des collations, des repas très généreux en fin d'après-midi. Cela associé aux modifications hormonales qui arrivent, on a une inversion de rythme circadien associée à une inversion partielle de la sécrétion du cortisol. Donc on a un deuxième pic de cortisol plus important en fin d'après-midi, ce qui explique la tendance à faire des hyperglycémies en post-iftar. Alors, toutes ces modifications, que ce soit physiologiques ou les mauvaises habitudes, font que le diabète, ça se transforme en plutôt un challenge métabolique, un challenge pour le patient, et un challenge pour le médecin traitant, ce qui explique l'intérêt de cette éducation pré-ramadan. Je ne vais pas détailler tous les volets de la prise en charge thérapeutique, parce que ça a été dit par ma collègue Dr Toilette. Je vais simplement dire que les bénéfices cardio-métaboliques ont été prouvés de ce jeûne, de l'éducation nutritionnelle pré-ramadan chez les patients diabétiques type 2, avec diminution de taux d'HbA1c, amélioration du profil lipidique, une légère amélioration du poids chez certains patients. Je pense qu'il y a un problème avec. Non, c'est bon. Alors, dans un deuxième point, il faut savoir que malgré les bénéfices démontrés de cette éducation thérapeutique, surtout nutritionnelle, c'est le thème de ma présentation, là, les études montrent que pratiquement 60% des patients diabétiques type 2, surtout jeunes, sans avoir reçu une éducation thérapeutique préalable. Donc c'est pratiquement les 2 tiers de nos patients qui jeûnent sans recommandation préalable. Et quand on a essayé de voir qui fait cette éducation thérapeutique, on a constaté que la majorité c'est les médecins traitants, or que c'est censé être un travail pluridisciplinaire. Donc c'est un travail d'équipe qui doit regrouper le médecin traitant, l'infirmier, le diététicien ou le nutritionniste adapté. Alors on parle depuis tout à l'heure que c'est un challenge, mais c'est aussi une opportunité, le diabète, le mois de Ramadan, c'est une opportunité pour corriger les erreurs diététiques de nos patients, c'est une opportunité pour réduire le poids de nos patients et éventuellement d'arrêter la consommation tabagique chez des patients qui sont déjà à haut risque cardiovasculaire. Alors pour les volets de l'éducation nutritionnelle, il existe plusieurs. Après une évaluation initiale pré-Ramadan qui a été détaillée par Dr Touabet, on doit passer à une stratification du risque nutritionnel. Alors, le risque nutritionnel et métabolique, ça doit être personnalisé à chaque patient. Est-ce que le patient présente un surpoids? Est-ce que c'est plutôt
l'hyperphagie nocturne? Est-ce que c'est un patient qui est sous traitement donc à risque hypo-hyperglycémia? Donc, dans un deuxième temps, on doit faire un objectif calorique personnalisé en fonction de notre cible. Est-ce que le patient devrait perdre ou maintenir son poids durant le mois sacré? En quatrième point, on doit se référer aux 10 principales recommandations de l'EDF que je vais détailler par la suite. Dans un dernier point, il faut proposer aux patients des plans alimentaires qui devraient être adaptés à la culture du patient et aux conditions socio-économiques du patient. Donc, on ne peut pas proposer aux patients qui a un gain quotidien de 1 million par mois de manger des avocats et tout. Il faut s'adapter au contexte psychosocial du patient. Alors, pour les 10 recommandations de l'EDF, dans un premier temps, il faut fixer l'apport calorique recommandé aux patients donnés. Il faut partager cet apport calorique en 2 repas principaux, donc iftar, sahur et 2 collations. Il faut limiter les apports en glucides, en sucre rapide et plutôt opter pour des aliments pleins des glucides avec un index glycémique plutôt bas à modéré. S'assurer d'une bonne hydratation, un minimum d'activité physique pour la particularité de ce rôle qui est détaillée par la suite. Alors, tous ces éléments, ils vont nous aider à proposer un plan alimentaire adapté à chaque patient. Et malheureusement, ce que dit la pratique, c'est que le diabète, le mois de Ramadan en Algérie n'est pas considéré comme seulement une épreuve ou une chance spirituelle pour se rapprocher du Dieu, mais c'est aussi une période où on est exposé à des modifications culinaires. Donc les tables sont plutôt généreuses, les repas sont très caloriques, très gras, très sucrés. Donc on a le glucose, les bières qui sont considérés pratiquement comme des bombes glucidiques. Donc c'est là où notre éducation thérapeutique, elle trouve toute sa place. Pour le premier point, la fixation des apports énergétiques adaptés aux patients, là, si on est devant un homme adulte avec un objectif de perdre de poids, donc là, il ne faut pas dépasser 1800 kcal par jour. C'est l'objectif par contre, c'est de maintenir le poids. Là, on peut être laxatif et permettre un apport donc entre iftar et sahur de 1800 à 2000 kcal. Et ça va de même pour la femme en fonction de sa taille. Pour la répartition de ces apports énergétiques par rapport au repas, donc on a 2 repas principaux. On a le iftar avec 40 à 50% des apports recommandés pour le patient. On a le repas de sahur avec 30 à 40% et les 2 collations, la collation de l'iftar et une collation supplémentaire, un snack ici au cours de la soirée, donc 10 à 20%. Quand je dis 10 à 20%, c'est pratiquement 1 à 2 échanges glucidiques, donc c'est 15 à 30 grammes de glucides. Alors pour le repas idéal, il doit contenir en moyenne 500 kcal par repas, donc que ce soit iftar ou la sahur. Pour la répartition des macronutriments, ce sera 45% de carbs, 20% de protéines et 35% de gras, avec une teneur en acides gras saturés inférieure à 7%. Il faut respecter un certain ordre de consommation d'aliments. Il faut commencer toujours par les fibres, puis passer aux protéines, puis vers les glucides. Donc ça va alléger et retarder l'absorption de glucides et ça va diminuer le pic postprandial. Donc il faut accompagner toujours le repas avec de l'eau et même pas un jus naturel parce qu'il faut opter beaucoup plus pour un fruit avec ses fibres pour diminuer aussi l'excursion postprandiale. J'ai dit sahur optimisé parce que le repas de sahur a un autre objectif métabolique par rapport au repas de l'iftar. Le repas de sahur, c'est un repas qui est plutôt stratégique. C'est le repas qui va assurer la stabilité de la glycémie au cours de la journée. Donc il doit contenir un minimum de protéines et de lipides pour assurer une satiété, une teneur correcte en aliments à index glycémique plutôt bas à modéré et non pas des sucres rapides pour maintenir justement la satiété et la stabilité de la glycémie sur une journée qui va dépasser 10 heures à 12 heures de jeûne. On insiste sur les 12 heures, c'est la période où on n'aura plus de sources endogènes. On consomme notre réserve glycogénique et on passe à la cétogenèse au-delà. Alors pour le repas de l'iftar, c'est généralement le repas où il y a l'hyperphagie, c'est le repas le plus copieux de la journée. Et là, on peut proposer le mindful eating. Le mindful eating, c'est une technique qui
consiste à éduquer le patient, donc lui donner toutes les informations nécessaires sur la teneur en glucides des aliments, et lui proposer de profiter du moment de l'iftar, de mâcher lentement, et d'ailleurs le signal de satiété, il atteint le cerveau au bout de 30 minutes. Donc il faut prendre son temps, donc discuter avec la famille, essayer d'écouter les signaux endogènes, le signal de faim, le signal de satiété, et plutôt lutter contre la consommation alimentaire automatique ou émotionnelle. Donc il faut aussi un contrôle de l'environnement, donc ne pas manger devant une télévision et tout. Alors, pour les différents aliments, commençons par les dates, c'est classique, ça fait partie de sunna, de rompre le jeûne avec les dates. Il faut savoir, toutes les dates ne se valent pas. Les meilleures dates en ce qui concerne la teneur en glucides, en fibres, en polyphénols et en micronutriments, c'est l'ajwa. Et en deuxième position, c'est des glycénols. Pour les autres dates, donc la teneur en glucides elle est un peu plus importante. Donc, ce qui explique la nécessité, ou ce qui nous incite à limiter la consommation de dates et de recommander en moyenne moins de 3 dates par collation. Voilà, donc il faut toujours accompagner les dates de l'eau ou du lait. Le lait, le yaourt nature, ça diminue l'absorption, ça retarde plutôt l'absorption de glucides associés. Et idéalement, gardez ça pour la collation de l'iftar seulement. Alors pour les autres repas, malheureusement on ne dispose pas de table alimentaire locale. Je me suis contentée des tables de Fat Secret. Pour tout ce qui est soupe, c'est un apport plutôt, c'est des repas qui sont plutôt équilibrés, corrects. Donc ça rapporte 120 à 150 kilocalories en fonction de type pour une portion de 250 cc. Pour la teneur en glucides, elle est plutôt correcte. Donc on parle de 15 à 20 grammes. Pour tout ce qui est bourré, c'est pas la feuille de blé qui pose problème, mais c'est le contenu et le mode de cuisson. On passe à un mode de cuisson par four, on gagne pratiquement en moyenne 80 à 100 kilocalories. Et le contenu aussi, ça va changer la teneur en calories. Alors pour tout ce qui est plat principal, il faut savoir que l'ingrédient principal, il va changer l'index et la charge glycémique de repas. Si il contient des pommes de terre et tout, il y aura l'index glycémique qui sera très important. Si par contre ça contient que de la viande ou de fromage et tout, l'index glycémique et la charge glycémique seront plus faibles. Pour les dolmas et tout, les nains, il faut toujours opter pour nos recettes traditionnelles et essayer de revisiter ces recettes-là. Opter pour des légumes qui ont un index glycémique et une charge glycémique plus faible, comme les courgettes, les poivrons, etc. Alors, pour les pâtisseries et les aliments traditionnels, là encore, le patient, il va en prendre. Donc, il ne faut pas faire pour au patient, c'est interdit. Non, il faut proposer un alternative. Et là, il faut proposer plutôt des recettes revisitées, des recettes faites maison. Donc, on ne peut pas contrôler la quantité ou la teneur en semoule, mais on peut contrôler la teneur en sucre ajouté. Donc, on va jouer par rapport à ça. Il faut recommander une prise occasionnelle, 2 fois par semaine, en petite quantité, accompagner la collation avec de yaourt, du lait, parce que les protéines, ça diminue et ça ralentit l'absorption de sucre rapide associé. Donc, autant accompagner le patient que de le livrer à lui. Alors, pour les apports liquidiens recommandés, ça a été déjà dit dans les présentations précédentes. Là, il faut opter pour un apport moyen entre 1,5 litre et 2 litres, surtout pour les patients qui sont sous inhibiteur de SGLT2 ou sous traitement diurétique. Il ne faut pas opter pour une prise en bolus, il faut partager la prise. Donc, en moyenne, il est recommandé de prendre 8 à 9, plutôt à 10 verres par jour. Réduire la consommation de sel et rompre le jeûne, idéalement avec un liquide, donc de l'eau. Pour l'activité physique, ça a été déjà dit. La prière de Tarawih, elle est considérée comme une activité physique légère à modérée. Et il faut éviter l'activité physique surtout intense au cours de la journée pour éviter les hypoglycémies et plutôt opter pour une activité physique post-iftar. En conclusion, l'optimisation du ramadan chez le patient diabétique par une individualisation de la prise en charge, par une structuration des repas, une surveillance de la glycémie, de l'état d'hydratation et avec un maintien d'un minimum d'activité physique, ça transforme ce challenge métabolique plutôt en une opportunité pour équilibrer le patient, pour atteindre un poids adapté et pour inciter ce patient à garder cet équilibre pour vivre cette expérience pour l'année prochaine. Et je vous remercie.